Deuxième partie, donc, pour le potentiel d'action et l'influx nerveux, c'est les propriétés du potentiel d'action. Le potentiel d'action présente 4 propriétés importantes. Le seuil de déclenchement, la loi de tout ou rien, la période réfractaire et la conduction du potentiel d'action. Nous allons détailler chaque propriété progressivement. On commence donc par la première qui est le seuil de déclenchement. On va définir une zone, je vais appeler la zone gâchette. Nous savons déjà que seuls les axones peuvent former des potentiels d'action parce que les dendrites, eux, ils sont, et donc c'est le point d'entrée du potentiel d'action. Mais si le neurone va former un potentiel ou va déclencher un potentiel d'action, ce déclenchement va se faire au niveau de l'axone. Mais ils vont être formés au niveau d'une zone que je vais appeler la zone gâchette. La zone gâchette, elle est située à la racine de l'axone, près du corps cellulaire. Donc, si c'est un neurone, et ça, c'est son axone. Ah non, excusez-moi, ça c'est le dendrite et ça c'est son axone. En tout cas, s'ils n'ont pas annoté le schéma, on ne pouvait pas savoir parce que le schéma il est très avancé, il est très focalisé et donc il est très centré. En tout cas, donc si c'est les dendrites, alors ça c'est l'axone et regardez, c'est le point où il va y avoir où l'axone débute et c'est cette zone gâchette, c'est le lieu de formation du potentiel d'action. Si la polarité de la membrane du corps cellulaire dépasse le seuil, alors la zone gâchette va déclencher un potentiel d'action qui va se transmettre donc à tout l'axone. Un stimulus électrique en dessous du seuil est dit infraliminaire et ne provoque pas de potentiel. Un stimulus électrique au-dessus du seuil est dit supraliminaire pour provoquer un potentiel d'action. Donc, pour avoir un potentiel d'action, le stimulus doit dépasser le seuil et par conséquent être supraliminaire. Loi de tout ou rien. Pour qu'il y ait potentiel d'action, la dépolarisation au point stimulé doit dépasser un certain seuil selon l'exemple où on a commencé. Et donc le potentiel d'action qu'on a détaillé, on voit que le seuil c'était à moins 50 millivolts. Si la dépolarisation ne dépasse pas le seuil, la membrane reprend sa polarisation normale et il n'y a pas d'influx. Si la dépolarisation dépasse le seuil, la dépolarisation se poursuit jusqu'à plus 40 millivolts, dépolarisation et repolarisation égale potentiel d'action, égale influx nerveux. Peu importe l'intensité du stimulus, la dépolarisation ne dépassera pas les 40 millivolts. Donc, une fois que le stimulus il est supraliminaire, alors il va déclencher un potentiel d'action. Si le stimulus déclenché est très intense, la réponse elle sera la même et l'amplitude du potentiel d'action restera identique. C'est ce que je vais appeler la loi de tout ou rien. On définit encore deux notions, la période réfractaire absolue et la période réfractaire relative. La période réfractaire absolue, si un stimulus est porté immédiatement après la survenue d'un potentiel, un second potentiel ne peut être généré. Les canaux sodiques ont été inactivés. Vous voyez, on n'a pas dit les canaux sodiques sont fermés ou ouverts, on a utilisé la notion de canaux sodiques inactifs. Pendant la période de repolarisation, il faut attendre une période ou potentiel membranaire de repos avant qu'il puisse être réouvert par un stimulus. La période réfractaire relative, après la période réfractaire absolue, le seuil est plus élevé que la normale pendant une courte durée. Il faut donc un stimulus plus fort que le premier pour engendrer un nouveau potentiel d'action.
J'explique. Eh bien, regardez ça. Ça, c'est le potentiel d'action et vous voyez que ça, c'est un stimulus qui a été supraluminaire parce qu'il a dépassé le potentiel parce qu'il a dépassé donc le seuil qui est moins 55 et on a déjà introduit la notion de dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation et retour à la normale. Mais durant la période où l'amplitude est maximale, on va donc définir la période réfractaire absolue qui est la période qui s'étend de la dépolarisation jusqu'à la fin de la repolarisation. Et la période réfractaire relative, c'est la période qui va recouvrir l'hyperpolarisation. Vous voyez, durant cette période, qui est la période réfractaire absolue, les canaux sodiques sont inactifs. Donc, durant cette période, même si je vais réaliser un deuxième stimulus, les canaux sodiques sont inactifs, ils ne vont pas répondre. Alors que pendant la phase réfractaire relative, qui représente la phase d'hyperpolarisation, c'est la période ou le temps durant l'hyperpolarisation. Alors ici, les canaux sodiques ne sont plus inactifs. Ils vont se fermer et par conséquent, ils seront aptes à être stimulés une deuxième fois. Mais durant cette période, regardez où est le potentiel d'action. Il est vraiment plus bas que le potentiel de repos. Donc, il n'est pas moins 70, il est probablement moins 80 ou moins 60, donc moins 80 ou plus. Par conséquent, si vous allez exercer un deuxième stimulus au niveau de ce point, il doit être nécessairement plus important et plus intense que celui exercé au niveau du potentiel de repos, au niveau de moins 70. Parce que vous avez, on a besoin de monter de l'hyperpolarisation pour débuter un deuxième potentiel d'action. La période pendant laquelle le deuxième choc ne donne pas de réponse s'appelle période réfractaire absolue. Elle correspond à la durée du potentiel qui est de l'ordre de 2 millisecondes. La période pendant laquelle le deuxième choc donne un potentiel d'amplitude plus faible s'appelle période réfractaire relative. Elle est de l'ordre de 10 millisecondes. Pourquoi elle va engendrer un potentiel d'amplitude plus faible? Parce que tout simplement, on n'a pas changé le stimulus. C'est le même stimulus. Nous avons dit que si on doit débuter ici, le stimulus doit être plus intense que le stimulus initial. Mais si on va utiliser le même stimulus, alors l'amplitude ne sera pas aussi importante parce qu'il va commencer par un niveau qui est plus bas. Et par conséquent, même amplitude, mais cette amplitude, elle va débuter par un niveau plus bas. C'est pour cela que l'amplitude, elle sera plus petite. Deuxième notion, la conduction de l'influx nerveux. Si des microélectrodes d'enregistrement sont insérées le long d'un axone après stimulation supraliminaire, on remarque que toutes les microélectrodes enregistrent à chaque point le même potentiel d'action, mais avec un temps de latence de plus en plus grand, en fonction de la distance qui sépare les électrodes des stimulations et d'enregistrement. On n'a pas donc un schéma, je croyais qu'il y avait un schéma. En tout cas, le temps de latence, c'est le temps qui va dérouler, le temps qui va découler entre les électrodes de stimulation et l'enregistrement. Donc, c'est là où j'ai fait la stimulation et là où je vais donc pouvoir détecter cette stimulation.
Donc ça, c'est le temps de latence. Donc le temps de latence, il va augmenter à fur et à mesure que je vais me déplacer loin de l'électrode de stimulation. Donc si l'électrode de stimulation, elle est ici, et le premier potentiel d'action, il est ici, donc le premier enregistrement, il est ici, le deuxième enregistrement, il sera là. Et par conséquence, la distance entre les électrodes et l'enregistrement E2, il sera plus grand que l'enregistrement, la durée entre l'électrode et l'enregistrement. Par conséquent, ça, c'est ce que j'appelle le temps de latence. Je sais pas pourquoi j'ai pas de... que je puisse vous expliquer. Par exemple, regardez ici. Ça, c'est... Voilà, ça c'est le stimulus. C'est là où j'ai mes électrodes afin que je puisse stimuler. Si c'est ça le stimulus, et je vais essayer d'être donc un peu donner un autre exemple. Donc ça c'est le stimulus et ça c'est le potentiel d'action que je vais enregistrer. Donc je l'enregistre ici. Le temps qui va s'écouler entre la stimulation et l'enregistrement, c'est la période de latence. Si un troisième potentiel d'action va se faire ici, alors il y a un temps qui va s'écouler entre l'électrode de stimulation et l'électrode d'enregistrement. Et cette période, elle est plus grande, elle est plus longue que la période de latence du deuxième potentiel d'action qui est ici. D'accord? C'est ce que la période de latence. Et on voit que même si la période de latence augmente, donc l'apparition d'un deuxième potentiel d'action ou d'un troisième potentiel d'action, l'amplitude, elle ne change pas. Il est identique. Ce potentiel d'action, donc le potentiel d'action, l'amplitude du potentiel d'action, elle ne diminue pas avec le temps. Elle reste la même. Vous allez me dire pourquoi ici j'ai l'amplitude qui est diminuée. Parce qu'on a modifié les données. Ici, c'était une stimulation durant la période qui est donc réfractaire. Généralement, on va stimuler au début de chaque potentiel d'action. Donc, si je vais stimuler à fur et à mesure, donc si je vais exercer le même stimulus après la fin du premier stimulus, je vais avoir un potentiel d'action qui ne doit pas se modifier. Regardez, stimulus, l'amplitude, elle est la même. Elle ne va pas diminuer avec le temps. La vitesse ici, ça c'est, on a fini ici, donc voilà. Pour la vitesse de propagation de l'influx nerveux ou du potentiel d'action, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend initialement du diamètre de l'axone. Plus grand le diamètre, plus vite l'impulsion. La vitesse d'impulsion peut varier autant que 1 cm par seconde à 100 mètres par seconde. Dépend aussi de la présence de la myéline, donc du nœud de Ranvier, et donc de la transmission ou la conduction saltatoire. La gaine de myéline isole l'axone et augmente la vitesse d'impulsion nerveuse par ce qu'on appelle la conduction saltatoire. Donc, la vitesse de propagation de l'influx nerveux, elle dépend principalement du diamètre de l'axone. Plus le diamètre il est grand et plus la vitesse est grande et donc plus le message est rapide. Plus grand le diamètre et plus vite est l'impulsion. Et la deuxième notion, c'est la présence de la myéline. Si j'ai de la myéline et donc j'ai les nœuds de Ranvier et donc le potentiel d'action est obligé de sauter d'un nœud de Ranvier à un autre, donc suivre une conduction saltatoire, qui est la conduction saltatoire, c'est le fait de sauter d'un nœud de Ranvier à un autre. Le saut, il est plus rapide que le fait de conduire normalement et donc la vitesse, elle est plus importante. Regardez ici pour la vitesse de propagation au niveau d'un nœud de Ranvier. Si fibre myélinisée, propagation d'un nœud de Ranvier à un autre égale propagation du potentiel par saut, par conduction saltatoire.
Donc, regardez un peu ici, ça c'est l'axone à l'état donc de repos sans qu'il y ait stimulation externe et on a déjà parlé du potentiel d'action au repos, potentiel de repos. On a dit que il est chargé, donc le milieu intracellulaire est chargé négativement par rapport au milieu extracellulaire. Donc, regardez comment vous avez des charges en excès négatives à l'intérieur de l'axone. Suite à une stimulation, il va y avoir donc une inversion des charges. Le plus devient à l'intérieur et le moins à l'extérieur. Regardez comment le moins il est attiré par la charge positive, ce qui va obliger le courant donc d'être attiré d'un nœud de Ranvier à un autre. Donc regardez comment le courant va passer et ceci va causer le déplacement en saut. La vitesse de propagation plus rapide pour les fibres myélinisées, 2 et 120, fibres amyélinisées 0,5 et 2 maximum, proportionnel au diamètre de la fibre. Perception de l'intensité d'un stimulus. La fréquence des potentiels produits est plus grande si le stimulus est plus fort. Comment on va déterminer la fréquence? On va compter le nombre de potentiels par seconde, par exemple. 1, 2, 3, et ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on sait que la fréquence, c'est le nombre de potentiels d'action par seconde. Si on les compare, on va savoir que ça, c'est un stimulus qui est plus fort que le premier. Notez que le potentiel d'action a toujours la même intensité. C'est la fréquence qui détermine l'intensité du stimulus. Donc, vous avez vu, vous avez la même amplitude et le potentiel d'action qui n'a pas changé. Comment on va savoir si le stimulus est plus important ou pas? C'est par le nombre de fréquences, c'est le nombre de potentiels qui va déterminer la fréquence. Oui, c'est vrai. Avant, nous avons parlé de l'importance du stimulus et on a dit plus le stimulus est fort, plus les canaux sodiques qui sont chimiodépendants seront ouverts. Mais une fois le seuil de déclenchement du potentiel d'action est atteint, l'importance du stimulus ne sera plus ne sera plus détectée par l'amplitude du potentiel d'action, car l'amplitude, elle est la même, la loi de tout ou rien. Ce qui va déterminer le stimulus et son importance, c'est la fréquence des potentiels d'action. Perception de l'intensité du stimulus, le système nerveux central peut faire la différence entre un stimulus faible et un stimulus fort, même si le potentiel d'action est le même dans les deux cas. Donc, un stimulus fort fait réagir plus de neurones qu'un stimulus faible. Donc, chaque neurone va me donner un potentiel d'action. Et donc, ici, on a un seul neurone qui a été stimulé. Ici, on a plusieurs neurones qui seront stimulés. Plusieurs neurones veut dire plusieurs réponses et donc plusieurs potentiels d'action. Définit l'influx nerveux par le déplacement d'un potentiel d'action le long de la membrane du neurone. Même principe que la vague dans un stade. Donc, il y a une petite différence entre ce qu'on appelle influx nerveux et potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est la simulation, la manifestation d'une décharge au niveau du neurone. L'influx nerveux, lui, c'est le déplacement d'un potentiel d'action le long de la membrane. Parce que le potentiel d'action, il est c'est très proche comme nomenclature, mais potentiel d'action, c'est comme si on est en train de le localiser à un point bien précis. Ça, c'est un potentiel d'action. Ça, c'est un potentiel d'action. Mais la transmission du potentiel d'action va définir ce qu'on appelle l'influx nerveux. Donc, après avoir donc un peu
définit tout ce qui est en rapport avec le neurone et le nerf. Et on a détaillé l'influx nerveux et on a détaillé toutes ces caractéristiques de l'influx nerveux. Maintenant, on va donc entamer la deuxième partie de ce cours qui va principalement être autour des synapses et donc comment deux neurones vont se connecter ensemble et comment l'influx nerveux va passer d'un neurone à un autre. On définit la synapse comme étant une zone de contact ou continuité entre un élément qui est présynaptique, qui est toujours nerveux, donc on a toujours un neurone et plus spécifiquement un bouton terminal d'un neurone qui va venir entrer en contact avec un élément qui est postsynaptique. Il y a deux possibilités, soit c'est un autre neurone, et donc c'est une synapse neuronale, soit l'autre élément qui est postsynaptique est un élément musculaire ou glandulaire, et dans ce cas, c'est une synapse neuroeffectrice. Et généralement, c'est plus fréquent l'étude des synapses neuroeffectrices musculaires qu'on va nous-mêmes détailler durant ce semestre. Il y a deux types de synapses. Il y a une synapse qui est donc neuronale et alors la jonction elle est entre deux neurones, soit une synapse neuroeffectrice et dans ce cas la jonction elle est entre un neurone moteur et une cellule effectrice qui peut être soit une cellule musculaire, soit une cellule glandulaire sécrétrice. La synapse neuronale est de trois types, soit c'est une synapse axodendritique, soit axosomatique, soit axonique. Synapse qui est axodendritique, alors on a le bouton terminal d'un neurone présynaptique qui va entrer en contact avec le dendrite d'une synapse postsynaptique. Ou axosomatique, alors le bouton terminal d'un axone d'un neurone présynaptique entre en contact avec le corps cellulaire d'un neurone postsynaptique. Et axonique, dans ce cas, le contact il est entre un bouton terminal et l'axone d'une neurone postsynaptique. Axosomatique, la membrane postsynaptique est au niveau du corps cellulaire. Axodendritique, la membrane postsynaptique est au niveau d'une dendrite. Axoaxonale, la membrane postsynaptique est au niveau de l'axone. Les synapses qui sont chimiques, on va décomposer donc Donc la deuxième classification des neurones, donc la première c'est le type des synapses qui peut, selon le type donc la première classification c'est la classification des synapses selon le type de membrane postsynaptique, donc soit qui est donc neuronale, soit neuroeffectrice. Détail qu'on a déjà donc fait ici. Et ça c'est donc la séparation. On va définir donc les synapses maintenant. Deuxième caractéristique, soit c'est des synapses qui sont chimiques, soit des synapses qui sont électriques.
Les synapses qui sont chimiques, c'est des synapses qui ont plusieurs caractéristiques et on va débuter par leur définition, puis on va donc voir les synapses qui sont électriques. Pour les synapses qui sont chimiques, on a un complexe synaptique, donc 3 parties, un élément qui est présynaptique, une fente synaptique, c'est l'espace, et un élément post-synaptique. Il présente une asymétrie de structure et une asymétrie fonctionnelle. Pourquoi on parle d'une asymétrie de structure? Parce que tout simplement, l'élément présynaptique, il présente des vésicules synaptiques, alors que la membrane post-synaptique, elle présente des récepteurs au niveau de la membrane et une asymétrie fonctionnelle parce que tout simplement, il va y avoir un mécanisme au niveau de la membrane présynaptique, on a tout un mécanisme qui va engendrer la formation des vésicules et qui vont permettre l'exocytose d'un neurotransmetteur, d'une protéine, alors que dans la membrane post-synaptique, il y a un fonctionnement qui va dérouler pour produire un récepteur, une protéine qui va être complémentaire à la protéine du neurotransmetteur. Le complexe synaptique est l'unité de base non réductible de chaque synapse chimique. Pour une synapse donnée, on a un neurone avant la synapse que je vais appeler le neurone présynaptique et le neurone après la synapse que je vais appeler un neurone postsynaptique. L'élément présynaptique se caractérise par la présence de vésicules synaptiques et de nombreuses mitochondries. Pourquoi? Qu'elles sont nécessaires pour la production des vésicules et du neurotransmetteur qui va être libéré dans la fente synaptique. L'élément postsynaptique, synapse interneuronale, se caractérise par une organisation particulière du cytosquelette liée à l'ancrage des récepteurs postsynaptiques. Ces récepteurs sont complémentaires aux neurotransmetteurs. Caractéristique d'une synapse qui est chimique. La présence d'un transmetteur, d'un neurotransmetteur, c'est ce qui définit la synapse chimique. Ça, c'est la plus importante caractéristique. Donc, si je vous demande une caractéristique de la synapse chimique, vous allez me mettre le neurotransmetteur. Il est unidirectionnel et c'est lui qui va définir l'unidirectionnalité. Pourquoi? Car le neurotransmetteur, il va de la neurone présynaptique vers la neurone postsynaptique et c'est uniquement le neurone présynaptique qui peut former le neurotransmetteur et permettre son exocytose dans la fente synaptique. La spécificité et la polyvalence des récepteurs spécifiques à un médiateur parce que le neurotransmetteur ou le médiateur, le neurotransmetteur, il ne peut se poser ou se fixer que sur son récepteur qui est compatible avec lui. Polyvalence, plusieurs médiateurs possibles dans une même synapse. Plusieurs récepteurs sur une même membrane postsynaptique. Donc, en fait, on a plusieurs neurotransmetteurs qui peuvent être libérés par la neurone présynaptique et on a aussi plusieurs récepteurs qui sont présents au niveau de la membrane postsynaptique. Mais ce qui est important, c'est que chaque neurotransmetteur est compatible avec son propre récepteur. Et on dit que initialement, donc chaque synapse au niveau du corps, au niveau du système nerveux, présentait tous les types de neurotransmetteurs au niveau de la membrane présynaptique et au niveau de la membrane postsynaptique, tous les récepteurs du système nerveux étaient présents dans chaque synapse chimique.
Et à fur et à mesure que qu'on commence à utiliser ces synapses dans notre vie, donc après la naissance, lorsqu'on va débuter à stimuler le système nerveux, c'est au fur et à mesure que chaque synapse va éliminer progressivement les neurotransmetteurs et les récepteurs qui sont pas utilisés au niveau de son site, et elle va laisser uniquement ce qui est nécessaire à son fonctionnement et ce qui est utilisé dans sa localisation, de telle façon que les neurotransmetteurs qui restent sont les neurotransmetteurs qui sont utilisés par l'organisme. C'est pour cela c'est très important de commencer à stimuler tous nos fonctions nerveuses à bas âge. Plus on stimule à bas âge et plus on va garder les neurotransmetteurs avec leurs récepteurs spécifiques, et plus on va donc délaisser l'apprentissage jusqu'à un âge très avancé, et plus on perd progressivement les neurotransmetteurs avec leurs récepteurs, puisque nous ne sommes pas en train de les stimuler et de les utiliser. Ils vont donc se détruire progressivement. Fatigabilité. Fatigabilité, c'est la fréquence limitée d'une synapse, possibilité d'épuisement des vésicules. Donc, on ne peut pas libérer une infinité de neurotransmetteurs sans qu'il y ait un certain temps nécessaire pour la formation des vésicules. Donc, il y a une certaine limite. Délai synaptique, elle est rapide, mais elle n'est pas très rapide, et elle n'est pas aussi rapide qu'une synapse qui est électrique, qui est très rapide. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir toujours un délai secondaire à la libération des neurotransmetteurs, mais le passage du neurotransmetteur dans la fente synaptique et sa fixation sur son récepteur spécifique. Ce processus, il prend du temps. C'est pour cela, la synapse, elle est rapide, mais pas tellement rapide. Susceptibilité, fragilité du mécanisme synaptique complexe vis-à-vis d'agression. Parfois, donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ceci? Parfois, on peut, grâce à la présence de drogues ou de toxines, imiter certains neurotransmetteurs afin de venir se fixer sur leurs récepteurs spécifiques. Ceci montre une certaine fragilité du mécanisme vis-à-vis d'agression. Physiologie donc de la synapse. Synthèse et stockage des neurotransmetteurs dans les vésicules synaptiques. Dépolarisation suite à un influx nerveux. Libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Liaison des neurotransmetteurs aux récepteurs de la membrane postsynaptique. Et dégradation, recaptage ou diffusion du neurotransmetteur. J'étais en train de lire un peu parce que je voulais savoir qu'est-ce que je vais expliquer et qu'est-ce que c'est mis. Donc, mécanisme que vous probablement connaissez, et ben, suite à l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau du bouton terminal d'un axone, il va y avoir stimulation des canaux calciques, voltage dépendant. Ces canaux vont s'ouvrir et ils vont permettre l'entrée du calcium à l'intérieur du bouton terminal. L'entrée du calcium va provoquer la stimulation des vésicules synaptiques et ils vont les pousser à l'exocytose. Et l'exocytose, c'est le mécanisme par lequel il va y avoir libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique, dans l'espace qui se trouve entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique. L'arrivée du neurotransmetteur dans la fente synaptique va provoquer leur fixation sur leur récepteur spécifique. Chaque neurotransmetteur possède un récepteur spécifique et puis ce qui va se passer avec ce neurotransmetteur, il y a trois mécanismes. Soit il sera dégradé,
soit il sera recapté par la membrane présynaptique et donc par des vésicules synaptiques, il va subir le recaptage, je vais le reprendre, soit diffusion dans la fente synaptique, il va donc se laisser circuler dans le milieu extracellulaire. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que le neurotransmetteur, il ne va pas se fixer indéfiniment sur son récepteur, parce que si j'ai cette fixation qui est très prolongée, il va y avoir une fatigue musculaire secondaire, et ceci va donc causer un problème un dérèglement dans le système musculaire, et par conséquent, c'est très important qu'il y ait un recaptage ou une dégradation du neurotransmetteur afin qu'il puisse libérer son récepteur. Le potentiel d'action ouvre des canaux calciques voltage dépendants et l'entrée du calcium qui en résulte déclenche la libération du neurotransmetteur. Le traitement d'une terminaison par le cadmium empêche l'exocytose. Lorsque je vais bloquer les canaux calciques, je vois que l'exocytose n'a plus lieu. Ceci veut dire que l'exocytose des neurotransmetteurs par leur vésicule synaptique est un mécanisme calcium dépendant, et par conséquent l'exocytose est un processus déclenché par le calcium. J'ai pu remarquer ceci grâce au cadmium qui va bloquer les canaux calciques et empêcher donc la libération du neurotransmetteur. Donc, il existe beaucoup de molécules impliquées dans la libération des vésicules. Principalement, on va donc voir 3 types de protéines qui sont les plus importants. Vous avez la synapsine, principalement, qui est ici. La synaptotagmine. Ces 2 protéines sont des protéines reliées principalement à la vésicule synaptique. Voilà, la vésicule synaptique, vésicule. Donc, c'est la vésicule donc synaptique. Ça, c'est les vésicules qui contiennent principalement le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur ne peut pas être libéré au niveau de la fente synaptique que lorsque la vésicule synaptique vienne faire une exocytose et donc atteindre la membrane plasmique et libérer le neurotransmetteur au niveau du milieu extracellulaire, au niveau de la fente synaptique. Or, comment cette vésicule synaptique va pouvoir trouver la membrane plasmique et se fixer à elle afin de s'ouvrir vers le milieu extracellulaire? C'est grâce à ces 3 protéines. On a dit la synapsine et la synaptotagmine sont des protéines vésiculaires car ils sont reliés à la vésicule synaptique. Pour les protéines SNAR sont formées de 3 types de protéines. Principalement, c'est la SNAP25, c'est la syntaxine, regardez. Donc, vous voyez la SNAP25, la syntaxine et la synaptobrevine. Donc, il y a 3 protéines formées des protéines SNAR. Ces 3 protéines SNAR, principalement, vous avez uniquement la synaptobrevine qui est vésiculaire, alors que les autres sont au niveau de la membrane présynaptique, là où on va libérer le neurotransmetteur dans la fente synaptique. Alors, ces protéines vont venir s'associer aux protéines SNAP25 et syntaxine afin afin que l'exocytose débute. Donc, c'est important de savoir. Il y a des protéines, principalement la synapsine et la synaptotagmine, qui sont des protéines au niveau des vésicules synaptiques, et les protéines SNAR formées de 3 protéines. Uniquement la synaptobrevine est vésiculaire, les autres sont
au niveau de la membrane plasmique et c'est grâce à l'association de ces protéines que la vésicule peut atteindre la membrane plasmique et pouvoir débuter, exécuter l'exocytose. Dépolarisation de la membrane du bouton synaptique, ouverture des canaux calciques, voltage dépendant dans la membrane du bouton et entrée du calcium, libération par exocytose du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Le neurotransmetteur se fixe sur son récepteur sur le neurone postsynaptique. La fixation du neurotransmetteur provoque l'ouverture des canaux ioniques. Donc, le récepteur, suite à la fixation du neurotransmetteur sur son récepteur qui se trouve au niveau de la membrane postsynaptique, il va y avoir l'ouverture des canaux ioniques qui sont chimiodépendants. Donc, première étape, c'est des récepteurs qui sont chimiodépendants et qui sont stimulés suite à la fixation d'un ligand, une protéine. Ici, c'est le neurotransmetteur qui va venir se fixer sur son récepteur spécifique. La liaison du récepteur avec le neurotransmetteur peut avoir deux effets. Soit ouverture des canaux sodiques, soit ouverture des canaux chlore ou potassiques. Que ce soit ce type de canaux ou ces deux, c'est des canaux qui sont chimiodépendants et qui vont s'ouvrir suite à la fixation d'un ligand, d'une protéine sur leur récepteur. S'il va déclencher l'ouverture des canaux sodiques, alors c'est selon le type du récepteur qui va venir selon le type du neurotransmetteur, le récepteur spécifique sera donc stimulé. Si c'est un neurotransmetteur excitateur, il va stimuler les canaux sodiques. Si c'est un neurotransmetteur inhibiteur, il va déclencher l'ouverture des canaux chlore ou potassium. Si c'est un neurotransmetteur excitateur, il va stimuler les canaux sodiques vont s'ouvrir et le sodium va entrer à l'intérieur de la cellule, ce qui va causer une dépolarisation. Et si cette dépolarisation elle est supraliminaire, elle va déclencher un potentiel d'action. Si le neurotransmetteur est un neurotransmetteur inhibiteur, il va causer l'ouverture des canaux chlore, par exemple. Il va causer l'entrée du chlore à l'intérieur de la cellule. Et par conséquent, il va causer une repolarisation et donc un effet arrêt du potentiel d'action. S'il va ouvrir les canaux potassiques vont causer la sortie du potassium à l'extérieur de la cellule et donc une repolarisation aussi. Augmente la polarité de la membrane, ne rend plus difficile à dépolariser et donc c'est presque impossible d'avoir un potentiel d'action parce que c'est déjà en repolarisation. Donc, ouverture des canaux chlore, entrée du chlore dans le neurone, augmente la polarité de la membrane, l'intérieur devient plus négatif et l'extérieur plus positif. Donc, vous avez une amplitude négative. Donc, un effet repolarisation, hyperpolarisation si vous voulez ici. Donc, une synapse excitatrice versus une synapse qui est inhibitrice. Synapse excitatrice, c'est une synapse qui va causer la formation d'un potentiel d'action. Synapse inhibitrice, c'est une synapse qui va donc arrêter le potentiel d'action. Et bien sûr, c'est en relation avec le type de neurotransmetteur. Donc,